Je me présente, Muriel Gonidec, membre du réseau DM Expert. Dans cette nouvelle vidéo de DM Expert, qui ne durera pas plus de 15 minutes, je vais vous présenter le règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Règlement sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, l'essentiel en 15 minutes. Dans cette présentation, nous aborderons les points clés, la personne chargée de veiller au respect de la réglementation, l'identifiant unique des dispositifs, les données cliniques et enfin la classification. Commençons par les points clés. Les directives concernant les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs médicaux vont être remplacées par un seul règlement sur les dispositifs médicaux. Alors que pour les dispositifs de diagnostic in vitro, on avait une directive qui est remplacée par un règlement. Ainsi, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro restent séparés des dispositifs médicaux. Cependant, beaucoup de dispositions dites horizontales sont communes aux deux règlements. Il faut bien comprendre que les directives diffèrent complètement des règlements. En effet, les règlements s'appliquent directement comme des lois dans chaque État membre de l'Union européenne. Un règlement n'a pas besoin de transposition en droit national, et la date d'application est identique partout. Enfin, le contenu est homogène dans toute l'Union européenne, car c'est le même texte qui est simplement traduit dans toutes les langues. On comprend qu'avec les nouveaux règlements, excitent les directives. Alors, qu'en est-il pour les certificats CE? Ils avaient été établis selon les directives, ils devront être établis à nouveau selon les règlements. Quant aux organismes notifiés, qui étaient notifiés selon les directives, ils devront être notifiés à nouveau selon les règlements. Alors, comment cela va-t-il se passer dans la pratique? Le nouveau règlement est paru au journal officiel et est entré en vigueur en mai 2017. Il sera d'application obligatoire le 26 mai 2022, ce qui laisse une période transitoire de 5 ans. Cependant, pendant cette période, les organismes notifiés vont devoir être désignés selon le nouveau règlement. Pour cela, ils doivent déposer leur candidature au plus tôt 6 mois après la date d'entrée en vigueur, ce qui laisse en théorie une période maximum de 4 ans et demi si vous devez faire appel à un organisme notifié. Toutefois, on estime que le processus de désignation prendra 1 an et demi. Ceci signifie que les organismes notifiés ne pourront pas délivrer de certificat CE avant 2019, selon le nouveau règlement. Par ailleurs, il y aura moins d'organismes notifiés. 22 organismes notifiés sont aujourd'hui enregistrés dans Nando pour la directive 98/79. Et au 30 octobre, seuls 11 membres de Team ANB ont manifesté leur intention de soumettre leur candidature pour le nouveau règlement. Or, les membres de cette association d'organismes notifiés ont eux-mêmes proposé un code de conduite qui a été largement repris dans le nouveau règlement. Ils sont donc bien positionnés pour être désignés. Parlons maintenant du calendrier des dispositifs. Nous allons voir 3 points généraux valables pour tous les dispositifs. Premier point, pendant la période transitoire, les nouveaux dispositifs peuvent être marqués selon la directive ou le règlement, sous réserve d'organismes désignés, comme on vient de le voir. Deuxième point, les fabricants devront respecter à partir de 2022 les nouvelles exigences en matière de vigilance, de surveillance et d'enregistrement des opérateurs économiques et des dispositifs. Troisième point, pour les produits marqués CE selon la directive et mis sur le marché avant la date d'application, la date limite de mise en service ou de mise à disposition sur le marché est fixée à 2025. Plus précisément, nous allons voir que le calendrier dépend des dispositifs.
Les dispositifs disposant déjà d'un certificat selon la directive pourront maintenir ce marquage jusqu'en 2024 au maximum. Attention à un changement significatif du produit, d'un sous-traitant critique ou dans la destination du produit peuvent remettre en question ce certificat. Ensuite, ils devront obligatoirement obtenir un certificat CE selon le nouveau règlement. Dans la pratique, moins de 20% des dispositifs disposent aujourd'hui d'un certificat émis selon la directive. Cela signifie que pour plus de 80% des dispositifs actuellement sur le marché, il faudra appliquer le nouveau marquage CE au plus tard le 26 mai 2022. Les stocks pourront être écoulés jusqu'en 2025 au maximum. Les dispositifs qui nécessitent un certificat pour la première fois, soit plus de 60% des cas, devront attendre la désignation d'organismes notifiés pour leur catégorie, sachant que la liste des catégories de produits est parue le 27 novembre 2017. Les autres, moins de 20% des cas, peuvent être autodéclarés depuis mai 2017. Parlons maintenant de la PCVRR. Le nouveau règlement introduit une personne chargée de veiller au respect de la réglementation, qui doit disposer d'un certain nombre de qualifications. Elle doit avoir soit un diplôme d'études supérieures en droit, médecine, pharmacie, ingénieur ou sciences, plus 1 an d'expérience professionnelle en affaires réglementaires ou système qualité concernant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Elle peut aussi avoir 4 ans d'expérience professionnelle en affaires réglementaires ou système qualité concernant les dispositifs de diagnostic in vitro. Alors, quels sont les opérateurs économiques qui doivent avoir une personne chargée de veiller au respect de la réglementation dans leurs effectifs? Ce sont les fabricants et les mandataires. Une exception est toutefois prévue pour les micros et les petites entreprises, c'est-à-dire moins de 50 personnes ou moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui peuvent ne pas disposer d'une telle personne au sein de leur organisation, mais qui doivent en avoir une disponible en permanence et sans interruption. Ce qui veut dire dans la pratique qu'il vaut mieux en prévoir deux pour pallier aux aléas des congés ou des absences pour maladie par exemple. Quelles sont ses missions? Elle doit vérifier la conformité des dispositifs avant leur libération, s'assurer que la documentation technique et la déclaration de conformité sont établies et tenues à jour, et elle doit également veiller au respect des exigences de post-commercialisation et au respect des obligations de réactovigilance. On voit que cette personne est proche du pharmacien responsable de l'industrie pharmaceutique. Parlons maintenant de l'identifiant unique des dispositifs. Le fabricant, les mandataires, les importateurs devront s'enregistrer dans une grande base de données appelée EDAMED, qui devra contenir les coordonnées de ces opérateurs économiques, mais également des informations sur les dispositifs, les certificats CE, les États membres dans lesquels les produits sont mis sur le marché, et d'autres informations supplémentaires sont exigées pour les dispositifs de classe C et D, c'est-à-dire les dispositifs les plus risqués. L'identifiant unique du dispositif est composé de deux parties, l'identifiant du dispositif et l'identifiant de production, qui peut être la date d'expiration, le numéro de lot, le numéro de série, le numéro de version du logiciel en fonction du dispositif. Le tout constitue l'identifiant unique des dispositifs, IUD ou UDI en anglais. Celui-ci doit être apposé sur le produit ou sur l'étiquette, dans un format lisible automatiquement, comme le code barre de D ou la RFID, et en clair. L'identifiant du dispositif dépend de l'unité de conditionnement. En effet, pour un même dispositif, il n'aura pas le même code UDI s'il est conditionné de façon unitaire ou s'il est conditionné par 10. Par ailleurs, il faut prévoir un code UDI pour chaque unité de conditionnement, sachant qu'on s'arrête à l'unité de transport. Ainsi, la palette n'a pas de code UDI. Parlons maintenant des données cliniques.
Même si les dispositifs de diagnostic in vitro contribuent aujourd'hui à plus de 70% des décisions médicales, la clinique est une exigence nouvelle introduite par le règlement. En effet, la directive 98/79 s'en tenait essentiellement aux performances analytiques. Voyons ce que recouvrent les preuves cliniques exigées par le règlement. Tout d'abord, la validité scientifique. C'est l'association d'un analyte à une affection clinique ou à un état physiologique. Prenons l'exemple du taux de glucose sanguin. Le lien entre cet analyte et le diabète est bien établi. Sa validité scientifique est donc démontrée. Ensuite, la performance analytique. C'est la capacité d'un dispositif de déceler ou de mesurer correctement un analyte donné. Prenons l'exemple de l'autosurveillance de la glycémie. Le glucomètre utilisé par le patient doit montrer une bonne répétabilité et une absence de biais par rapport aux tests de laboratoire. Enfin, les performances cliniques. C'est la capacité d'un dispositif de produire des résultats en corrélation avec une affection ou un processus en fonction de la population cible et de l'utilisateur auquel le dispositif est destiné. On retiendra essentiellement la valeur prédictive positive et négative d'un test. Prenons l'exemple du dépistage prénatal de la trisomie 21. Le risque de faux positifs et de faux négatifs va influer sur la décision que prendra la femme enceinte. C'est une performance clinique essentielle. Les valeurs prédictives doivent être établies selon un protocole précis, car elles dépendent de la prévalence de la pathologie. Il sera difficile, dans bien des cas, d'utiliser des échantillotèques existantes qu'on avait pu utiliser pour démontrer les performances analytiques. Le test doit s'inscrire dans un arbre diagnostique avec potentiellement un score clinique. L'étude des performances cliniques va parfois construire ou modifier cet arbre diagnostique, ce qui prend du temps. 5 ans ne seront pas de trop. Alors, comment organiser les données cliniques? La collecte des preuves cliniques devra être planifiée dans un plan d'évaluation des performances et leurs résultats organisés dans un rapport d'évaluation des performances. Pour vous guider dans cette démarche, vous pouvez vous référer au guide de l'IMRDF. Par la suite, le règlement exige du fabricant de collecter et évaluer de façon proactive les données pertinentes pour confirmer la sécurité et la performance, et en particulier le rapport bénéfice-risque, pendant toute la vie prévue du dispositif. C'est ce qu'on appelle la surveillance des performances après commercialisation. Elle doit être organisée dans un plan de surveillance des performances après commercialisation. Une des sorties du processus de surveillance sera le rapport périodique actualisé de sécurité, en anglais PSUR, qui est exigé pour les dispositifs de classe C et D. Pour les dispositifs de classe D, il sera rendu public dans EUDAMED, alors que pour les dispositifs de classe C, il devra être mis à la disposition de l'organisme notifié et sur demande de l'autorité compétente. Par ailleurs, pour les dispositifs de classe C et D, un résumé des caractéristiques de sécurité et des performances devra être établi et versé dans EUDAMED. Parlons maintenant de la classification. Le règlement introduit un principe de classification à 4 niveaux qui est basé sur les risques à la fois en termes de santé publique et au niveau individuel. La classification tient aussi compte du profil des utilisateurs. Et surtout, elle est basée sur des règles, ce qui la rend évolutive. Il n'y a plus besoin de publier une directive pour imposer la nécessité d'un certificat CE pour les tests les plus critiques. Or, la criticité en termes de santé publique peut évoluer très rapidement. Les virus Zika et Ebola en sont des exemples récents.
Comparons maintenant les catégories de dispositifs selon la directive et selon le règlement. Dans plus de 80% des cas, une autodéclaration de conformité selon la directive suffit. Pour les autres cas, on distingue les dispositifs d'autodiagnostic et deux listes de tests critiques. La liste A, la plus critique, pour les dispositifs servant au groupage sanguin ABO et à la détection d'infections graves, comme le VIH par exemple. Et la liste B pour d'autres typages et infections, le marqueur PSA, l'autosurveillance du glucose sanguin et deux maladies génétiques. Dans le règlement, la classe A regroupe moins de 20% des produits, qui sont les instruments de laboratoire, les récipients pour échantillons et d'autres dispositifs peu critiques. Sauf si l'état stérile est revendiqué, il ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié. Les autres dispositifs, majoritairement les réactifs de laboratoire, mais également les dispositifs d'autodiagnostic ou de biologie délocalisée, se répartissent entre les classes B, C et D. La liste A se retrouve essentiellement dans la classe D. Toutes ces classes nécessitent l'intervention d'un organisme notifié. En conclusion, il y aura 4 fois plus de dispositifs nécessitant un certificat, avec 2 fois moins d'organismes notifiés, des exigences accrues et des études cliniques à prévoir. Il vaut donc mieux ne pas manquer le départ au risque de se trouver dans une situation très inconfortable. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous joindre à l'adresse contact@dm-expert.fr. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de DM Expert, vous pouvez vous abonner gratuitement aux flèches de DM Expert sur www.dm-expert.fr. Merci pour votre attention.